Donc est-ce que le vote électronique va remplacer le vote à l'urne que nous connaissons aujourd'hui? Vraisemblablement non, et pour deux raisons. La première, c'est que le vote électronique aujourd'hui est quand même un tout petit peu moins fiable que le vote à l'urne. Alors il y a des progrès importants qui ont été faits pour rendre le vote électronique plus sûr, c'est-à-dire pour qu'il y ait une plus grande sécurité, mais cependant il est possible que le vote électronique ne soit jamais aussi sûr que le vote à l'urne, pour des raisons qui sont complexes, mais disons principalement parce qu'il y a dans le vote à l'urne une exploitation d'une propriété des objets physiques que les objets électroniques n'ont pas, qui est leur induplicabilité. C'est-à-dire quand nous avons un bulletin de vote qui est dans une urne, eh bien nous ne pouvons pas le dupliquer, alors que la nature même de l'information est d'être duplicable. Et donc, comme avoir une voix ou deux voix, ça n'est pas tout à fait pareil dans un vote, nous sommes obligés, dans les algorithmes de vote électronique, d'aller contre la nature de l'information, qui est d'être duplicable, et de tenter de rendre l'information non duplicable. Ce qui est possible, mais ce qui est difficile. Cela dit, cette manière de poser la question est peut-être un signe de notre paresse intellectuelle qui aurait toujours tendance à penser les nouveaux processus, comme le vote électronique, dans un ancien cadre qui est celui de la démocratie représentative telle qu'elle a été inventée au début du XVIIIe siècle par Locke et Montesquieu. Et peut-être une question plus pertinente sur le vote électronique, c'est de se demander quel est à supposer qu'on laisse l'élection du président de la République et des députés au vote à l'urne, quels sont les nouveaux usages que nous pourrions faire du vote électronique et en quoi le fait de voter plus souvent et à moindre coût peut transformer notre vie démocratique. Nous sommes quand même dans une situation qui est un peu paradoxale, c'est que quand nous utilisons des processus de vote, par exemple quand nous votons pour un candidat parmi 16 ou parmi 32, nous donnons une quantité d'informations, c'est que l'information, comme toutes les grandeurs, se mesure dans une certaine unité, l'unité d'information c'est le bit, et bien nous donnons une information qui est de l'ordre de 4 à 5 bits. Et donner une information de l'ordre de 4 à 5 bits dans une élection qui a lieu tous les 5 ans, ça veut dire qu'il y a un débit d'information qui est de 1 bit par an ou de 1 demi-bit par an, c'est très peu. En particulier, on compte d'habitude pas les débits d'information en bits par an, mais plutôt en bits par seconde. Et donc là, nous arrivons à 10 puissance moins 8 bits par seconde, c'est-à-dire 1 100 millionième de bits toutes les secondes. À l'inverse, les modems que nous avons à la maison, les box, nous permettent de communiquer plutôt de l'ordre de 10 puissance 8, c'est-à-dire 100 millions de bits par seconde. Et donc nous voyons qu'il y a ici un rapport énorme de 10 puissance 16. Donc on se dit, nous avons aujourd'hui des moyens de transmettre de l'information qui sont beaucoup plus rapides et qui ont un débit beaucoup plus élevé que ce qu'il y avait au début du XVIIIe siècle. Au début du XVIIIe siècle, on ne pouvait pas faire beaucoup mieux que organiser un vote à l'urne une fois tous les ans, une fois tous les 5 ans. Enfin, on ne peut pas faire beaucoup plus. Avec ces nouveaux moyens de communication, nous pouvons nous demander comment nous pouvons adapter nos institutions pour exploiter ce débit. Une question qui se pose, c'est est-ce que nous avons besoin d'élire un député qui va voter les lois en notre nom, ou est-ce que nous pouvons tous ensemble voter les lois directement ? Alors, en termes de débit informationnel, nous avons la capacité de voter tous les lois individuellement, c'est-à-dire chaque loi pourrait être l'objet d'un référendum. Alors, comme c'était déjà le cas en Grèce antique, comme c'est partiellement le cas en Suisse ou dans d'autres pays. Mais il y a une autre question qui se pose, c'est est-ce que nous sommes capables d'organiser un débat à 66 millions ? Alors on voit déjà qu'organiser un débat avec 577 députés, ça a l'air d'être assez compliqué, c'est assez bruyant. Mais est-ce qu'il y a un moyen d'inventer des protocoles de débat
c'est-à-dire des protocoles de prise de parole, qui permettent de débattre à 66 millions. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes en train d'inventer ces protocoles, mais que nous sommes encore loin d'avoir le protocole parfait que nous souhaiterions. Donc il y a deux exemples qui encadrent un petit peu les expériences que nous faisons. Un exemple que nous avons sous les yeux, mais qui ne nous paraît pas très visible, c'est le fait que le web lui-même est devenu un lieu de débat immense. Et par exemple, dans la vision du XVIIIe siècle des institutions, nous votions pour un candidat qui était à gauche, à droite, ou radical, ou bien socialiste. Et tous les problèmes militaires, les problèmes d'éducation, les problèmes de santé, les problèmes de police, les problèmes de justice, les problèmes d'économie, se ramenaient à une dichotomie gauche-droite ou monarchiste-républicain, etc. Alors que nous voyons apparaître sur le web des lieux de débat qui sont des lieux de débat sur des sujets beaucoup plus focalisés, beaucoup plus précis. Donc par exemple, il y a un parti politique, alors on n'appelle pas ça un parti politique, mais un parti politique qui s'est focalisé sur le droit au logement. Donc il y a des gens qui se battent pour le droit au logement et qui peuvent avoir sur les questions d'éducation des avis très divers, mais ce n'est pas le lieu où ces questions sont débattues. Et les partis écologistes, par exemple, se focalisent sur la question de la vie de la planète et n'ont pas vocation à avoir nécessairement un avis sur toutes les questions. Et on peut dire que l'ancêtre de cette manière de faire de la politique, c'est le mouvement des suffragettes. Déjà, il y a un certain temps, avait montré qu'on pouvait se saisir d'un problème politique sans nécessairement se saisir de l'ensemble des problèmes politiques. Donc nous voyons déjà, même si nous n'analysons souvent pas de cette manière, nous voyons déjà des mouvements politiques beaucoup plus focalisés, organiser des débats qui peuvent faire participer des milliers, des dizaines de milliers de citoyens sur des sujets très focalisés. Et puis à l'autre extrémité du spectre, il y a des expériences, disons, qui sont beaucoup plus d'avant-garde. Là, autant on était dans une vision très populaire du débat public, ce qui est une bonne chose, mais des exemples d'avant-garde qui sont par exemple la discussion de la constitution islandaise, où à l'aide d'un protocole beaucoup plus construit que le web, on a cherché à faire participer à la constitution de cette constitution l'ensemble des citoyens islandais. Alors, bien entendu, l'Islande est un petit pays, il y a 300 000 habitants, donc c'est plus simple qu'un pays comme l'Inde ou la Chine ou même la France. Mais il y a des innovations qui sont intéressantes, comme par exemple le fait de constituer des groupes spécifiques qui réfléchissent à des sujets particuliers, puis qui font des rapports, puis ces rapports sont condensés, sont synthétisés, puis ensuite les groupes peuvent dire non mais là il y a une idée qui a été perdue dans la synthèse, qui était importante, etc. Et donc ça c'est des protocoles encore bien sûr très expérimentaux que nous sommes en train de découvrir, et c'est plutôt à l'aune de ces transformations qu'il faut se poser la question de la place du vote électronique. Il ne faut pas se poser la question de la place du vote électronique dans les institutions telles qu'elles ont été pensées par Montesquieu, parce que quand Montesquieu a pensé ces institutions, il n'y avait pas de vote électronique.